Bonjour, aujourd'hui un roi de France oublié, Henri II. La majesté de son front illustre, entre les rois apparaît ainsi que l'or auprès de l'argent, et son lustre éclaire l'obscurité de ce beau siècle ici. Du Bellay. « 2000 ans d'histoire. Célébré en son temps par Du Bellay, Ronsard, Montaigne et la Boétie, Henri II n'a régné que 12 ans, mais il a profondément marqué l'histoire de France, pour le meilleur en mettant fin à des années de guerre contre l'Espagne et l'Angleterre, mais aussi pour le pire en persécutant les protestants et provoquant ainsi le début des guerres de religion. Et pourtant, 450 ans après sa mort atroce dans un duel, Henri II est aujourd'hui un roi oublié, moins connu que son père, François Ier, que sa femme, Catherine de Médicis, ou que sa favorite, Diane de Poitiers, la comtesse de Brézé, qui en 1530 était arrivée à la cour de François Ier pour s'occuper de l'éducation de son deuxième fils, le futur Henri II. Henri est un rustre. Mais sire, comment puis-je vous aider? En faisant de notre rustre un prince de France. Enseignez-lui les manières qui conviennent à un prince de sang royal. Henri est un jeune homme maintenant et seule une femme avertie peut le guider. Et votre beauté, madame, ne peut que vous aider. Sire, vous m'avez demandé? Voici votre précepteur. Votre tâche, madame, va commencer. Si vous ne m'aidez pas, Altesse, je ne pourrai jamais réussir. Je fais de mon mieux. Moi aussi. Votre main engage, Altesse. Ah, ce sera donc ma première leçon. Lorsqu'une dame vous tend la main, il faut vous incliner et la porter à vos lèvres en galant courtisan. Voulez-vous m'appeler Henri? Volontiers, Henri. Lorsque nous serons seuls. Et si vous voulez m'appeler Diane. Diane. Mais en public, Votre Altesse et la comtesse de Brézé. Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. C'était, d'après ce film, la première rencontre en 1530 entre le futur Henri II et Diane de Poitiers, qui allait devenir sa maîtresse, mais en 1531, en réalité, le futur Henri II n'avait encore que 12 ans et il n'était pas du tout destiné à être roi puisqu'il n'était que le deuxième fils de François Ier. Vous le rappelez dans une passionnante biographie d'Henri II publiée chez Talandier, la biographie d'un roi qui n'a pas tellement intéressé les historiens alors qu'il a profondément marqué son époque. Il avait rêvé, dites-vous, de réaliser un empire. Oui, ce rêve n'était pas un rêve personnel, c'était un rêve des rois de France au moins depuis le XIIIe siècle, qui s'est mis en marche à la fin du XVe à partir de Charles VIII, qui a été poursuivi par Louis XII et François Ier. Et Henri II, donc, a poursuivi ce rêve et cette ambition expansionniste du royaume de France et de la monarchie, avec ses idées importantes qui étaient du fait de chasser les tyrans du monde, convertir tous les hérétiques de cette même planète à la religion chrétienne, afin que le Christ puisse revenir sur Terre. Comment expliquer ce désintérêt des historiens d'aujourd'hui et même depuis un certain temps, alors que, on l'a entendu dans le petit texte qu'on a écouté au début, il était célébré par des écrivains et pas n'importe lesquels, les écrivains de la Pléiade. C'est une curiosité de l'histoire. En gros, Henri II a été extrêmement apprécié de son vivant. Même si une propagande... Pas par les protestants quand même. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Si une propagande protestante s'est développée parallèlement à cela et a été assez efficace, mais elle a été efficace surtout après la mort de Henri II, de son vivant. Donc il a été entouré de toute une pléiade d'auteurs, comme on parlait tout à l'heure, de Du Bellay, de Ronsard, mais aussi de Jodelle, qui ont célébré ses gloires, qui ont célébré aussi les espoirs qu'on portait en lui. Et avec les guerres de religion et là surtout l'avènement
Henri IV au pouvoir et la famille de Bourbon, ces derniers princes valois ont été fort critiqués. Et tout au long du XVIIe, XVIIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle, tous les personnages qui avaient vécu à cette époque, autant politiques que auteurs, artistes et autres, ont été décriés, considérés comme des pornographes, comme des libertins. Et donc cette période qui a représenté un temps une image très puissante de la France a été dénigrée et pendant de longs siècles. Alors de la France à un tournant de son histoire, on est à l'époque de la Renaissance, et une histoire qui a profondément marqué Henri II dès sa prime enfance, dès sa jeunesse. Il faut le rappeler, on peut peut-être rappeler aussi dans quelles circonstances. Il est né en 1519, mais à l'âge de 7 ans, il est fait prisonnier, enfin il est otage en réalité de Charles Quint avec son frère aîné, François, qui devait devenir roi, et il est resté 4 ans otage en Espagne, Didier Le Fur. Il faudra peut-être pourquoi. Pour quelle raison? C'est un marchandage fait entre François Ier et Charles Quint. François Ier a été fait prisonnier lors de la bataille de Pavie en février 1525. Et donc, il y avait toute une série de pourparlers, notamment concernant la paix, mais aussi une rançon. Cette rançon devait être payée à un niveau extrêmement élevé parce qu'il s'agissait d'un roi de France qu'on rachetait. Il s'est trouvé qu'après, l'évolution politique a transformé un peu les choses. Et un an plus tard, eh bien, François Ier, après le traité de Madrid, a promis de respecter ce traité qui endommageait terriblement la puissance française, et à condition qu'il puisse être libéré. Cette libération a été accordée à condition, de l'autre côté, par Charles Quint en tout cas, que François Ier donne ses enfants, ses 2 fils aînés, François et Henri. Le problème, c'est que François Ier a mis 4 ans à respecter ses engagements, et encore, il ne les a jamais vraiment respectés, puisqu'il a fallu la paix de Cambrai pour souligner les exigences que Charles Quint exigeait de François Ier. Et c'est simplement qu'en 1530, donc, que ses enfants ont été libérés. Oui, alors donc, être prisonnier, être pris en otage comme ça, donc en Espagne, éloigné de sa famille pendant 4 ans, évidemment, ça traumatise. On dit aussi que c'est peut-être ce qui explique le caractère ombrageux, taciturne de Henri II. C'était le contraire, sur le plan de son caractère, le contraire de son père François Ier, Didier Le Fur. C'est un contraste qui s'est aussi construit avec l'historiographie. Il fallait montrer que François Ier était brillant et Henri II plus ou moins médiocre, parce que l'historiographie avait voulu garder quand même de ce XVIe siècle une certaine image de la France que représentait déjà François Ier, avec l'idée de Renaissance, de construction de châteaux et des choses comme ça. Or, avec Henri II, comme il était le suiveur de la politique de François Ier, et bien du coup, on lui a peu attribué, ce qui est complètement fou dans les réalités, mais l'histoire, en tout cas, lui a attribué peu de choses. Et par conséquent, l'image du roi taciturne était une image assez négative et par conséquent allait forcément bien dans l'idée de détruire l'image de ce souverain. D'autre part, il y a aussi une correspondance avec l'astrologie, puisque Henri II avait dans son thème astral un Saturne en maison 1, et la définition d'un Saturne en maison 1 veut que la personne ayant une telle planète dans son thème soit justement triste, taciturne, éloignée, peu communicative. Autre légende, ses rapports avec Diane de Poitiers. Certes, vous le rappelez, elle a été sa maîtresse, Didier Le Fur, mais lorsqu'elle le rencontre, il n'a que 12 ans, et elle n'était pas chargée, enfin c'est ce qu'on dit en tout cas, on dit qu'elle était chargée de son éducation. Non, ça c'est une légende, en fait, leur histoire d'amour, parce qu'elle était réelle. Par le film qu'on a entendu tout à l'heure. Voilà, c'est cela. Mais c'est une légende qui est née à peu près au 19e siècle, mais la réalité, en fait, c'est que ces 2 personnages se sont connus dans les années 1539, à peu près 1538-1539. Alors, effectivement, ils ont été amants, effectivement, ils se sont aimés, mais quand Henri II est devenu roi, leur liaison amoureuse n'a duré que quelques temps encore, et après 1552, 1553, ils n'étaient plus ensemble, mais ils sont restés quand même amis. Et cela malgré donc le mariage, ça c'est pas une légende, de Henri II, enfin du futur Henri II, du fils de François Ier, avec Catherine de Médicis. Les 2 mariés ont à peine 14 ans quand ils se marient. C'était un mariage d'intérêt, un mariage politique évidemment, et pas un mariage d'amour, Didier Le Fur. D'ailleurs, ils ne se connaissaient pas tous les 2. Non, tous les mariages princiers de l'époque sont des mariages politiques. Donc il n'y a aucune histoire d'amour là-dedans. L'intérêt pour François Ier était de marier ce cadet, puisqu'il était encore cadet, à une héritière importante qui était Catherine de Médicis, puisque
puisqu'elle était la petite nièce du pape, mais aussi avait donc des droits en Italie, notamment sur le duché d'Urbino, et notamment aussi en France, sur tout l'héritage des Boulogne-Auvergne, qui était un territoire important. Et si ce territoire passait à un prince étranger, ça compliquait un peu les choses. Mettre un fils de France, unir un fils de France à cette héritière préservait aussi l'unité nationale. Une héritière donc venue de Florence en France le 11 octobre 1533. Et voici la suite de Catherine. C'est une armée? Nous aurons parmi nous une jolie bande de conspirateurs italiens. Remarquez ceux qui marchent en tête. À droite, voici le comte Gondi. On dit que Catherine ne peut rien faire sans son assentiment. Ses oncles l'ont placé sous sa garde. Je présume que voici Ruggieri. On m'a dit qu'il était l'astrologue de Catherine. Il paraît qu'elle est aussi superstitieuse qu'une fille de cuisine. J'aperçois Sa Majesté et le dauphin. J'ai épousé Catherine, mais je n'ai jamais promis de cesser de vous aimer. J'étais un enfant à l'époque. J'ai suivi votre conseil. Aujourd'hui, vous nous refuseriez le seul bonheur qui nous reste. Croyez-vous que je vous laisserai faire? Croyez-vous que je suis encore votre élève docile? Vous devriez le savoir, Diane. Vous avez fait de moi un prince. Les princes ne s'inclinent pas, ils commandent. Amour, amour, c'est une chanson de Ronsard, chantée par l'ensemble Gilles de Binchois. Ronsard qui était évidemment le contemporain de Henri II. L'amour, évidemment, ça, en revanche, si Diane de Poitiers n'a pas été le précepteur de Henri II, elle a été sa maîtresse, peu de temps après, d'ailleurs, le mariage d'Henri II et de Catherine de Médicis. 4 ans à peu près. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, cette histoire a duré en gros 12 ans. Une histoire d'amour réelle, importante. On en a beaucoup écrit après. C'est aussi, les protestants ont utilisé cette relation aussi pour décrier Henri II par la suite, le traité de pêcheur de Paillard, et donc du coup de justifier aussi les critiques contre lui. Elle a exercé quand même pas mal d'influence sur lui. C'est à l'époque où il n'est toujours pas encore roi. Hein. Il ne le sera qu'en 1530, enfin roi, dauphin, héritier de la couronne, puisqu'il ne le sera que lorsque son frère aîné François mourra en 1536. Entre-temps, c'est un prince qui doit donc succéder à son père, François Ier, à la mort de celui-ci, et un prince qui se bat, qui participe à la guerre que mène son père depuis longtemps contre Charles Quint. Il faut rappeler le contexte quand même, parce que le règne d'Henri II, comme celui de François Ier, sera marqué par des guerres interminables et un principal adversaire qui est Charles Quint, à la tête d'un empire dangereux pour la France, Didier Le Fur, parce qu'il se trouve aussi bien en Espagne qu'en Autriche, aux Pays-Bas. Oui, c'est un cercle de fer comme ça qui a entouré la France à partir des années 1520 et qui va se libérer simplement qu'en 1559, mais pendant donc près de 40 ans, la France va être prisonnière, en tout cas de cette puissance impériale, mais va aussi constamment parvenir à conserver ses frontières et aussi ses ambitions, et notamment ses ambitions expansionnistes en Italie. Ça, c'est une période assez compliquée parce qu'il y a toute une série d'alliances et de désalliances entre la France, l'Angleterre et la papauté, qui étaient aussi d'autres puissances importantes dans cette histoire. Mais quand dans les années 1540, quand Henri est prince de sang, il apprend son métier à la guerre, puisque son premier devoir de souverain est de protéger le royaume de France et son peuple. Et à la guerre, et une paix notamment avec l'Angleterre qui est signée avec Henri VIII par François Ier, peu de temps avant la mort de celui-ci, en 1547, François Ier meurt donc en laissant la couronne à son fils Henri II qui n'a que 28 ans.